de la commune de Laillé. Il était maire honoraire là, avant de décéder. Il a été premier adjoint de la commune de Piriac de 2020 à 2023 et a été adjoint à l'enfance jeunesse et a travaillé avec rigueur auprès des filles du PEJ. Donc je souhaitais qu'on lui rende hommage en faisant une minute de silence, si vous voulez bien. Merci pour lui. On va débuter 19h par le quart d'heure citoyen. Je donnerai les absents après le quart d'heure citoyen dès l'ouverture de l'ordre du jour. On a 3 questions ce soir. Première question. Bonjour, j'ai constaté récemment que les bancs de pierre situés place de l'église, autour des arbres, avaient été retirés. Ces bancs, fort utiles lors des spectacles d'été notamment, permettent au public de se reposer pour écouter et surtout mieux voir lorsque des enfants peuvent se mettre debout dessus. Ils permettent également de profiter de l'ombre des arbres de cette petite place et d'être calme par rapport au cutoir. Qu'en est-il? Envisagez-vous de les remplacer? Peut-être avaient-ils été retirés au moment des fêtes de Noël pour placer la patinoire. Les estivants présents le jour de ma constatation en après-midi s'étaient assis sur les chaises du restaurant, ce qui peut être gênant pour le restaurateur. Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à cette demande et je vais demander à Rodolphe Béron de bien vouloir répondre. L'équipe municipale, élus et agents essayent de répondre au mieux aux attentes de chacun. Nous avons conscience de l'importance de ces bancs pour nos anciens et les plus jeunes. Les bancs ont été retirés car la structure en béton lavé ne correspondait pas aux critères des PCC, des petites cités de caractère, que nous espérons réobtenir prochainement. L'installation de 3 bancs en granit est prévue très prochainement de part et d'autre de la place afin de créer des lieux de détente à l'ombre des arbres. Merci Rodolphe. Question numéro 2. Je suis déçue en lisant un article de presse sur la sécurité routière. Pas un mot sur la taille des haies, en limite des trottoirs ou espaces piétons. Pas un mot sur le vol de l'espace public par des riverains indélicats, dépassant parfois jusqu'à 1,20 m, avec ma considération distinguée. Et je vais demander à Philippe Lesland de bien vouloir lui répondre. Si dans l'ensemble, les propriétés périaquaises sont très bien entretenues, force est de constater que le non-entretien et le dépassement des haies sur le domaine public est de plus en plus fréquent. Dans la majorité des cas, ces dépassements résultent de l'élargissement naturel des haies qui s'épaississent avec le temps, même si elles sont taillées régulièrement. Pour d'autres, il s'agit clairement d'un manque d'entretien entraînant envahissement de la végétation, gênant ainsi la circulation des piétons et perturbant parfois la sécurité routière. Les haies, tout comme les clôtures, sont régies par les articles 671 à 673 du Code civil. Elles doivent être limitées en hauteur à 2 mètres et ne pas empiéter sur le domaine public. Cependant, si elles sont implantées à plus de 2 mètres de la limite séparative, elles peuvent dépasser cette hauteur. À ce jour, la police municipale a contacté une petite dizaine de propriétaires dont les haies représentent un danger, et notamment avenue du Général de Gaulle. 5 nous ont assuré que les tailles seront effectuées dans les semaines à venir, mais compte tenu des recommandations de l'Office français de la biodiversité, qui déconseille fortement la taille des haies entre le 15 mars et le 15 juillet, nous attendrons la fin de l'été pour vérifier que les engagements sont tenus. Pour celle qui se trouve à l'angle de l'allée du hameau de Port-au-Loup, elle appartient à l'État. N'arrivant pas à trouver le bon interlocuteur, les services municipaux se chargent régulièrement de tailler ce qui dépasse. Pour ceux qui n'ont pas encore réagi aux sollicitations de la police municipale, il est important de rappeler que l'article R116-2 du Code de la voirie routière punit ces infractions d'une contravention de 5e classe.
soit une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. En attendant, un courrier de mise en demeure leur sera adressé. Si aucune action n'est entreprise, la mairie pourra faire réaliser la taille des haies empiétant sur la voie publique et les frais seront à la charge des contrevenants. La gestion des haies bordant le domaine public est une responsabilité qui nécessite une attention particulière. En respectant la réglementation locale, en entretenant vos haies régulièrement et en adoptant des pratiques favorables à l'environnement, vous contribuez à garantir la sécurité des usagers du domaine public tout en préservant la beauté et la fonctionnalité de vos espaces verts. Merci Philippe. Question numéro 3. Voici ma question pour alimenter les débats. Lors du conseil municipal de janvier 2025, vous nous avez informé de votre intention d'exercer votre droit de réserve sur les parcelles AV 238 et AV 239, situées avenue Charles de Gaulle, pour y réaliser 9 à 10 logements. Dans votre démarche de recherche de foncier, j'aimerais connaître vos intentions concernant la parcelle AN 412, ancienne colonie de la Poste, située quasi à l'angle de l'avenue Louis-Clément et rue de Norvoret, dont je crois que la ville en est propriétaire. En effet, il y a une surface conséquente utilisable rapidement pour y réaliser des logements. Donc je vais répondre. Donc, merci pour votre question qui témoigne d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre commune et notamment pour les projets en faveur du logement accessible à l'année. On l'a déjà dit aux précédentes réunions du conseil municipal. Effectivement, la parcelle AN 412, anciennement utilisée comme une colonie de vacances par la Poste, appartient bien à la commune. Elle fait aujourd'hui l'objet d'une réflexion approfondie dans le cadre de notre politique de mobilisation du foncier communal. Nous avons sollicité des bailleurs sociaux pour étudier la faisabilité d'une opération de logement, principalement en bail réel solidaire, BRS, afin de permettre à des ménages, notamment des familles avec enfants, de s'installer durablement à Piriac. Donc, le site présente également un potentiel pour maintenir une offre de logement saisonnier, telle qu'elle le fait actuellement, donc dans le bâtiment existant le long de l'avenue Louis-Clément, ce qui reste essentiel pour accompagner l'activité économique locale et notamment saisonnière. Enfin, il est envisagé de réhabiliter un bâtiment pour y accueillir des associations à vocation sociale ou humanitaire, renforçant ainsi la dimension solidaire et inclusive du projet. L'aménagement de ce site s'inscrira dans le cadre de la révision du PLU pour garantir un projet de qualité, respectueux du cadre de vie et des enjeux environnementaux du quartier. En résumé, oui, la commune porte un projet réfléchi sur ce site avec une ambition claire, favoriser le logement permanent et utile à la vie locale tout en respectant l'équilibre urbain et social du territoire. Voilà pour les questions au quart d'heure citoyen. On a des absents. Isabelle Lemonnier me donne pouvoir, Cécile Fougerousse donne pouvoir à Philippe Geslan et Stéphane Herrien donne pouvoir à Xavier Heruel. On va commencer par approuver, si vous le voulez bien, le secrétaire de séance. On revient à toi, Floriane. On a fait un tour complet de la salle. On va passer à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 1er avril 2025. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Il est adopté. Donc nous arrivons à l'ordre du jour. Nous allons commencer par le juré d'assises 2026 et je vais demander aux deux plus jeunes élus de bien vouloir venir à côté de moi, Jade Bizel et Victor Le Gall. Vous faites le tour par là parce que c'est bouché là. Par là. Non, c'est bouché. Vous ne passerez pas. Donc on a 3 jurys d'assises à 3, mais multiplié par 2, donc ça fait 6. Donc, nous allons donc procéder au tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de jury aux assises de Loire-Atlantique en 2026. T'es prête, Floriane? Donc, ce qu'on va faire, tu tires la page, Victor, toi, tu tires le numéro là, et vous remettez bien le numéro dans le... Et on te laissera tourner les pages, Floriane, si tu veux bien. Donc, Victor, premier... 109. Page 109. Alors, on a dit numéro d'électeur 372, Godard Antoine, né le 30/3/1956.
C'est bon? Bon. On recommence. 141. Ouais. 7. Alors, numéro d'électeur 1041, Madame Klein Christiane, née le 3 février 1957. Troisième. 242. Ouais. 10. Donc, numéro d'électeur 797, Monsieur Tacone Bernard. Taconnet, pardon, il n'y a pas l'accent. Pardon. Né le 28 mars 1946. Quatrième. 158. Alors, numéro d'électeur 519, Madame Le Carpentier Gaëlle, née le 29 octobre 1979. Très bien. Cinquième. 158, j'ai déjà tiré, je crois. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est 158 plutôt. Bah, c'est oui. Il faut un autre. 8. Alors, numéro d'électeur 952, Madame Leclerc Apolline, née le 18 septembre 2002. 2002, on est bon? Non, 23. Ouais, si, 23 ans, c'est bon. Et le dernier? 263. 7. 263. 1, 2, 6. Et j'ai que 6 sur le septembre. Ah, tu en retires un. 9, non. Non, tu retires encore. 2. Alors, numéro d'électeur 862, Monsieur Weiss Bénédicte, né le 31 août 1953. Voilà, donc ici je vous remercie beaucoup. Hop. Donc on va passer au sujet numéro 2. Cap Atlantique, la Baule-Garande Agglo, fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil communautaire dans le cadre d'un accord local. La composition actuelle du Conseil communautaire résulte d'un accord local ayant fait l'objet de délibérations prises à la majorité qualifiée des conseils municipaux à la fin du mandat précédent. Cet accord a notamment permis à la majorité des communes, quelle que soit leur taille, de bénéficier d'au moins 2 représentants au Conseil communautaire. L'effectif du Conseil communautaire est encadré de façon précise par le Code général des collectivités territoriales en fonction de la population de référence de l'agglo, authentifiée par le plus récent décret à 77 687, population municipale millésimée 2022 en vigueur au 1er janvier 2025. 2 modalités sont possibles. Selon le droit commun et conformément à l'article L. 5211-6-1, 3 à 5 du CGCT, l'effectif s'élève à 43 sièges. La répartition de ces sièges doit respecter les conditions cumulatives suivantes. Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins 1 siège. Aucune commune ne peut disposer de plus de 50% des sièges. La part des sièges attribués à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population totale de la communauté d'agglomération. Selon un accord local, les conseils municipaux ont la faculté de s'entendre pour augmenter l'effectif des sièges jusqu'à plus 25% par rapport à la situation de droit commun. Dans le cas de l'agglo, ils peuvent ainsi décider d'établir l'effectif du conseil communautaire à 53 sièges, 43 sièges plus 25%. Les mêmes conditions cumulatives s'appliquent pour la répartition des sièges. L'ensemble des communes membres doit prendre une délibération avant la fin du mois d'août de l'année précédant le nouveau mandat.
soit le 31 août 2025. L'accord local est adopté selon les conditions de la majorité qualifiée suivantes. Soit les 2/3 des conseils municipaux qui représentent la moitié de la population totale de l'agglo, soit la moitié des conseils municipaux représentant 2/3 de la population totale de l'agglo. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse. Lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres de la communauté, cette condition n'est pas retenue dans le cadre de l'agglo, aucune des communes n'ayant plus du quart de sa population totale. Le préfet de Loire-Atlantique et le préfet du Morbihan doivent ensuite, puisqu'on a donc 3 communes dans le Morbihan, doivent ensuite prendre un arrêté interpréfectoral correspondant avant le 31 octobre 2025. Si un accord local est trouvé, l'arrêté reprend le nombre et la répartition des sièges décidés par la majorité qualifiée des communes de l'agglo. En l'absence d'accord, l'arrêté définit le nombre et la répartition des sièges selon le droit commun, conformément aux dispositions de l'article L5211-6-1 du CGCT. Lors du bureau communautaire du 3 avril 2025, ce sujet a été mis au débat aux conseillers municipaux, seule instance compétente en la matière de délibérer sur la proposition qui, elle, a recueilli un avis favorable. Le maintien du nombre et de la répartition actuelle, celle du mandat actuel, au conseil communautaire, soit ce qui avait été décidé avant les précédentes élections, 51 sièges répartis de la manière suivante. Camouel, 1 siège pour 1156 habitants. Asserac, 2 sièges pour 1881 habitants. Pénétin, 2 sièges pour 2057 habitants. Mesquer, 2 sièges pour 2156 habitants. Piriac, 2 sièges pour 2663 habitants. Basse-sur-Mer, 2 sièges pour 2799 habitants. Saint-Molf, 2 sièges pour 2859 habitants. Ferrel, 2 sièges pour 3445 habitants. Le Pouliguen, 3 sièges pour 4007 habitants. Le Croisic, 3 sièges également pour 4081 habitants. La Turballe, 3 sièges pour 4862 habitants. Saint-Liphard, 3 sièges pour 5246 habitants. Herbignac, 4 sièges pour 7178 habitants. La Baulescoublac, 10 sièges pour 16 613 habitants. Et Guérande-Enfin, 10 sièges également pour 16 684 habitants. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l'ensemble de ces éléments fixés en application de l'article 1 de l'article 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration, comme je viens de le nommer, c'est-à-dire exactement comme le précédent mandat. Il était possible de jouer à la marge, mais ça se jouait surtout entre Herbignac et Saint-Liphard. Saint-Liphard ayant eu des habitants supplémentaires, il avait été proposé à un moment de réduire le nombre de conseillers à Herbignac et de faire en vase communicant, en ajouter un à Saint-Liphard, mais au conseil communautaire, au dernier conseil communautaire, ça n'a pas été souhaité par les communes, en tout cas par les représentants des communes au conseil communautaire. Donc, je vous demande de décider de fixer à 51 le nombre de sièges au conseil communautaire de la communauté d'agglomération et de m'autoriser à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de cette présente délibération avec la répartition telle que je l'ai nommée précédemment. Est-ce que vous avez des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Sujet numéro 3, demande d'avis relatif à une demande de dérogation au repos dominical entreprise CEVA. Donc par courrier en date du 3 avril 2025, nous avons reçu le 7 avril 2025, les services de la préfecture nous ont demandé de donner un avis relatif à une demande de dérogation au repos dominical, non pas pour une entreprise piriacaise. D'abord j'explique, l'article L3132-3 du Code du travail pose le principe général du repos dominical des salariés. En application de l'article L3132-20, le préfet peut accorder à titre individuel ou temporaire une dérogation aux établissements qui peuvent établir que le repos simultané de tout le personnel serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement. Donc l'entreprise CEVA, qui est le Centre d'études et de valorisation des algues, qui est situé dans le 22, donc à Pleubian,
sollicite une dérogation à la règle du repos dominical les dimanches du 1er avril 2025 au 31 octobre 2028 pour 11 de ses salariés chargés de réaliser des vols aériens, des prélèvements d'échantillons d'algues terrain et des mesures spectrophotométriques et radiométriques. Rodolphe pourrait nous en dire quelque chose. La commune doit se prononcer sur cette demande en séance du conseil municipal et retourner son avis à la préfecture. Voilà, donc il s'agit de leur permettre de faire des recherches et des études, dimanche compris, sur 3 ans, jusqu'à 2028. Donc, est-ce que vous avez des questions ? C'est pas une question, mais juste une demande. Est-ce que le fait que tous les dimanches, ils soient faire des prélèvements et des vols, c'est ce que j'ai compris, est-ce que ça peut nuire sur le plan, enfin, voilà, pour le bien des Piriaquais, simplement? Alors, des Piriaquais, non, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, non, c'est pas chez nous. En fait, ils font la Bretagne. En fait, cette délibération, elle se fait dans toutes les communes littorales, Bretagne, Pays de Loire. Ah oui, donc ils ne seront Puisqu'ils pas tous vont- les dimanches à Piriac à Non, prélever des algues. Non, mais l'idée, ok. c'est qu'ils soient régulièrement sur le site. Et je crois que ça va pas être tous les dimanches. C'est sur les marées, il doit y avoir probablement des... D'un seul coup? Ouais. D'accord. Je pensais que c'était chaque année. qu'il Ben, y ouais, une la délibération. demande C'est pour ça qui que nous a je été suis faite, surpris c'est que pour ce 3 ans. Mm. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sujet numéro 4, réalisation d'un emprunt. Et je vais passer la parole à Monsieur Philippe Gesselan. Afin de financer ces investissements 2025 et notamment les travaux de l'école et les travaux de voirie, la commune a besoin de recourir à l'emprunt. Plusieurs établissements bancaires ont été consultés. Les retours des établissements bancaires étaient prévus pour le 23 mai et ont fait l'objet d'une analyse qui a été présentée en commission finances le 28 mai. 4 établissements bancaires ont remis une offre. Il peut être retenu que les meilleures offres sont les suivantes. Pour un amortissement sur une durée de 15 ans à taux fixe, le Crédit Agricole avec un taux de 3,51%. À taux variable, c'est la Caisse d'épargne sur l'Euribor 3 mois pour un taux actuellement à 2,05. Ensuite, pour un amortissement sur une durée de 20 ans à taux fixe, c'est la Banque Postale qui était la mieux placée à 3,65%. Et à taux variable, la Caisse d'épargne sur l'Euribor 3 mois, toujours avec un taux actuel à 2,05%. Vu l'avis de la Commission Finances en date du 28 mai 2025, il est proposé au Conseil municipal, sur l'avis de la Commission Finances, de retenir l'offre présentée par le Crédit Agricole selon les conditions énumérées ci-dessous. Montant de l'emprunt, 1 900 000 €, durée 180 mois, périodicité trimestrielle, taux 3,51%, frais de dossier 1 000 €, date de valeur et réalisation 1er juillet 2025. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'avais une question. On en a on en a parlé assez brièvement durant le conseil municipal sur l'adoption du budget de la commune. Mais est-ce que vous pourriez nous rappeler à grands traits quels sont les projets qui ont vocation à être financés par cette souscription de nouveau à l'emprunt dans le futur, en fait, puisque aujourd'hui on souscrit un emprunt d'1,9 million qui portera l'endettement global de la commune à 3,4 millions. Mais quels sont les projets qui justifient ce nouvel emprunt d'1,9 million en fait? Les travaux de l'école, déjà, pour 1,5 million, et un marché de voirie de 250 000 €, et le reste sur le financement de l'aménagement de la place Vignoboul et de l'espace partagé. D'autres questions? Donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Xavier, Hervé, Sophie et 20. Et 3 abstentions. Et Stéphane a rien.
Sujet numéro 5, actualisation de la taxe de séjour 2026. Et c'est toujours Philippe Gesselan. Il est exposé les dispositions des articles L 2333-26 et suivants du Code général des collectivités territoriales disposant des modalités d'instauration par le conseil municipal de la taxe de séjour. Cette taxe de séjour est perçue auprès des clientèles touristiques par le biais des hébergeurs. Le montant de la taxe à percevoir par personne et par nuitée est défini en termes de plancher et de plafond par la loi en fonction des catégories d'hébergement et s'applique sur la base du classement officiel des hébergeurs. Pour rappel, la commune de Piriac-sur-Mer a déjà institué la taxe de séjour au réel. En complément, depuis le 1er janvier 2024, la taxe additionnelle à la taxe de séjour a été instituée par le département de Loire-Atlantique. Pour 2026, le barème applicable pour prendre en compte le taux de croissance ICP 2024 estimé à plus 1,8%. Cette réévaluation a pour conséquence de faire évoluer le taux de plafond pour les catégories palaces et hôtels, résidences et meublés tourisme de 5 étoiles, on n'est pas trop concerné, et il est proposé de maintenir les mêmes montants de la taxe de séjour, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du tourisme, vu l'avis de la Commission finances en date du 28 mai 2025, considérant que les délibérations relatives à la fixation des tarifs de la taxe de séjour doivent être prises avant le 1er juillet de chaque année pour une application au 1er janvier de l'année suivante, il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de décider de maintenir la perception réelle de la taxe de séjour et d'assujettir tous les hébergements proposant des nuitées marchandes à la taxe de séjour au réel. De fixer à compter du 1er janvier 2026 le montant de la taxe de séjour à percevoir par personne et par nuitée comme suit pour tous les hébergements proposant des nuitées marchandes. Je vous fais grâce de la lecture du tableau du tarif, enfin vous les avez tous, je pense. Et de conserver le taux de 3,5% applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements en attente de classement ou sans classement non listé, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. De décider de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus, de décider que les logeurs devront effectuer leur déclaration trimestrielle via la plateforme de télédéclaration et transmettre des règlements selon le calendrier suivant. Pour le premier trimestre, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 mars, reversement avant le 15 avril. Pour la période du 1er avril au 30 juin inclus, reversement avant le 15 juillet. Pour la période du 1er juillet au 30 septembre inclus, reversement avant le 15 octobre. Et pour la période du 1er octobre au 31 décembre, reversement avant le 15 janvier. De prendre acte des exonérations applicables pour les personnes assujetties à la taxe de séjour au réel, les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé pour la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire, les personnes qui occupent des logements dont le loyer est inférieur à 1 euro par jour, d'approuver le principe du prélèvement de la taxe de séjour par les hébergeurs au bénéfice de la commune de Piriac-sur-Mer toute l'année, de charger Madame la maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des finances publiques. Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? Je voulais savoir pourquoi la commission n'avait pas approuvé le changement de tarif. Oui, en fait, c'est un choix que je vais proposer à la commission, c'était tout à fait possible. Mais après débat entre nous, une discussion, la commission a préféré se donner le temps de la réflexion, de consulter les tarifs qui sont en vigueur sur les communes voisines pour essayer d'être à peu près raccord avec ce qui se fait dans notre entourage. Et il a été prévu de retravailler le sujet au mois de septembre, en fait, lors d'une prochaine commission finance qui aussi travaillera sur tous les tarifs communaux. Nous avons aussi dit qu'il faudrait être vigilant sur l'augmentation des tarifs pour les classes populaires, afin de ne pas trop les impacter.
Mais c'est un travail qu'on va faire, on va le travailler et on le proposera à la prochaine commission. Ça sera donc pour 2026. Non, 2027. Oui, 2027 même. S'il n'y a pas d'autres questions, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sujet numéro 6, salle des sports de Cardignon, demande de subvention au titre du dispositif Plan 5000 équipements Génération 2024. Et c'est toujours Philippe. Des dégradations avancées de l'ensemble des pieds de poteaux de la salle des sports de Cardignon ont été constatées. Pour sécuriser cette salle, la commune a fait réaliser des travaux de renforcement par un étaiement provisoire avant la réalisation d'une solution définitive. Ces travaux définitifs, estimés à 90 000 € hors taxes, pourraient faire l'objet d'une subvention de l'État au titre du dispositif Plan 5000 équipements Génération 2024. Donc le plan de financement prévisionnel pour cette opération est le suivant. On demande une subvention d'État pour le financement public, donc à hauteur de 50% des travaux, soit 45 000 €. Et l'autre part sera autofinancée par la commune à hauteur de 45 000 € pour un total de 90 000 €. L'échéancier de réalisation de ce projet est le suivant. Date prévisionnelle du démarrage de l'opération, septembre 2025. Date prévisionnelle de la fin de l'opération, décembre 2025. Il est demandé au Conseil, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à solliciter une subvention d'État au titre du plan 5000 équipements Génération 2024. Là, on a mis un pansement sur une jambe de bois, ça, sur les difficultés qu'on a pu avoir avec cette salle. Donc, il était quand même important de faire des réparations coûteuses, soit, mais si on peut avoir cette subvention. Est-ce que vous avez des questions? Une petite question. Sur la date de démarrage de l'opération, septembre 2025, est-ce que cette opération, comme ça avait été le cas en novembre et en décembre 2024, entraînera une fermeture provisoire de la salle de Cardignon? Alors, je pense qu'elle avait été fermée parce qu'en constatant les dégâts et en attente d'un pronostic sur la réalité du désordre, il fallait effectivement fermer. Mais est-ce que là, pour les travaux, de nouveau, il y aura une fermeture? Parce que septembre, c'est quand même pas une période des plus propices, puis ça va durer un certain temps, je pense. Donc, octobre, novembre, décembre, je veux savoir ce que t'en es. Je vais laisser notre ingénieur te répondre. Non, il n'y aura pas de fermeture de la salle parce que c'est des travaux qui pourraient être en site occupé. On avait interdit l'accès parce qu'il y avait vraiment un problème de sécurité. Mais le diagnostic étant fait et aujourd'hui les mesures conservatoires réalisées, la solution définitive peut être réalisée pied par pied et en conservant l'occupation des locaux. Pas d'autres questions? Donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point numéro 7, organisation de vente de livres déclassés. Et je vais laisser la parole à Christophe Bizel. Vous m'entendez avec le masque? C'est bon? C'est rien de grave, hein, c'est juste un rhume. Il est rappelé que pour proposer des documents de qualité et adaptés aux usagers, le service des bibliothèques est amené régulièrement à effectuer un état des lieux des collections. L'objectif étant de proposer au public des collections attractives, pertinentes et actualisées. Cette opération pratiquée par toutes les bibliothèques est appelée désherbage. Indispensable à la bonne gestion des fonds, le désherbage concerne les documents en mauvais état physique, sales et crayonnés, et dont la réparation serait impossible ou très onéreuse. Les documents au contenu manifestement obsolète, les documents ne correspondant plus à la demande des usagers de la bibliothèque. Tous les documents dans une bibliothèque appartiennent au domaine public. Pour les désherber, une délibération du conseil municipal est donc nécessaire afin de les sortir définitivement du patrimoine de la commune. Les documents retirés des collections sont retirés des inventaires et peuvent ensuite être détruits ou aliénés. Les documents au contenu périmé, très abîmés et sales contenant des informations inexactes ne peuvent être donnés à des associations ni mis en vente aux particuliers. Ils sont systématiquement détruits. En revanche, les ouvrages qui représentent un état physique correct mais un contenu dépassé ou qui ne correspondent plus à la demande des usagers de la bibliothèque peuvent être mis en vente aux particuliers, notamment lors de braderies, ce qui est une pratique régulière des bibliothèques. Ces documents n'ont plus de valeur marchande.
Ils ont été équipés, plastifiés, cotés et leur aspect en est modifié. Leur mise en vente ne constitue donc pas une concurrence avec le marché du neuf, ni même de l'occasion. Cette action donne une deuxième vie aux documents. Elle peut attirer un public nombreux qui pourra saisir une occasion de posséder des documents à petit prix. Cette opération est également l'occasion de donner à l'ensemble de la population une meilleure perception des opérations de désherbage d'une bibliothèque. Aussi, il est proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir autoriser le désherbage des documents des bibliothèques de la commune et d'autoriser la cession des ouvrages désherbés. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article 1311-1 alinéa 1, vu le Code général de propriété des personnes publiques et notamment l'article L 2141-1, considérant que la bibliothèque doit effectuer régulièrement l'élimination des documents obsolètes et défraîchis de ses collections pour les retirer du circuit de prêt. Considérant que certains de ces documents présentent un état physique correct et peuvent donc bénéficier d'une seconde vie, considérant que l'usage de ces documents dans la bibliothèque ayant modifié leur apparence, couverture plastifiée, tampon, cotation, leur mise en vente ne constitue pas une concurrence sur le marché du neuf, ni même celui de l'occasion. Il est demandé au conseil municipal, après avoir délibéré, d'autoriser le déclassement des documents suivants provenant de la bibliothèque: documents en mauvais état, documents au contenu obsolète, documents ne correspondant plus à la demande des usagers de la bibliothèque, documents en exemplaires multiples. D'autoriser le bibliothécaire à détruire les documents jugés en mauvais état. De préciser que la liste des ouvrages concernés sera dressée chaque année et conservée par le service de la bibliothèque. D'autoriser l'organisation d'une vente annuelle à des particuliers des documents désaffectés. De valider les tarifs de vente comme suit: 1 € par livre, roman, documentaire, bande dessinée, album. Des lots seront possibles pour des petits formats et pour les collections. Par exemple, 2 romans jeunesse pour 1 €, un volume offert pour 2 achetés dans la même série. De dire que Madame la maire est chargée de l'exécution de la présente délibération. Alors, il y aura une vente qui sera faite après la délibération le 13 août, c'est ça? Oui. Et le lieu reste encore à définir, certainement à la bibliothèque, ce qui paraît très logique. Souvent dans la cour, elle l'avait fait déjà, dans la cour de la bibliothèque. Est-ce que vous avez des questions? Donc on va voter. Qui est contre ce désherbage? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sujet numéro 8, et nous allons passer à une série d'avenants. Donc avenant au contrat avec l'entreprise SAS Cugnot dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'extension de l'école des Caporniers. Je laisse la parole à Rodolphe Perron. Dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'extension de l'école des Caporniers, et conformément à la commission d'appel d'offres du 19 décembre 2024, la commune a attribué le lot modulaire et signé un acte d'engagement avec la société Cugnot pour un montant de 95 097,30 €. L'avenant a pour objet de prendre en compte des modifications d'adaptation du module sanitaire, engendrant une plus-value, et la suppression de 3 modules de base et adaptations diverses, engendrant une moins-value. Ces travaux n'ont pas d'incidence financière sur le marché initial. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 1 avec l'entreprise Cugnot, portant le marché à 95 097,30 € pour le lot 13 modulaire et tout document afférent, de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel 2025. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'arrive pas à comprendre comment il y a une plus-value et ça n'a pas d'incidence financière sur le marché initial. Ah, il y a une moins-value aussi, ok. En fait, c'est lié à... il était prévu de mettre des modulaires sur 2 étages pour la deuxième phase. Et en fait, on a trouvé une solution pour que tout reste de plein pied. Donc ça engendre une moins-value. Par contre, les sanitaires engendrent une plus-value et ça s'équilibre en fait. Voilà. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc un autre avenant, sujet numéro 9, avenant au contrat avec l'entreprise Atlantique Paysage dans le cadre des travaux parking de la conserverie. Dans le cadre des travaux d'aménagement du parking de la conserverie et conformément à la commission d'appel d'offres du 29 avril 2024,
La commune a attribué le lot paysage et signé un acte d'engagement avec la société Atlantique Paysage pour un montant de 53 419,25 €. L'avenant a pour objet de prendre en compte les modifications de travaux apportés au marché numéro 2024-05-168, notifié le 16 mai 2024. Les modifications portent sur la restructuration en taille 12 des arbres existants conservés, la fourniture et le profilage de terre végétale supplémentaires, l'adaptation des clôtures, ganivelles de 50 cm en lieu et place de poteaux châtaigniers avec fil galvanisé tendu. Ces modifications s'élèvent à la somme de 5 826,39 €, hors taxe. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 1 avec l'entreprise Atlantique Paysage, portant le marché à 59 245,64 € pour le lot 2 paysage et tout document afférent, de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel 2025. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Dans la vie d'un chantier, effectivement, on s'en rend compte, hein. Il y a régulièrement des avenants avec soit on tombe sur une difficulté, soit on est obligé de modifier un petit peu ce qui avait été prévisionné. Ce qui interroge, en fait, c'est que quand on vote le marché, c'est après une commission d'appel d'offres, on a un certain nombre de procédures à respecter, que les services respectent, que la commission d'appel d'offres se prononce, et qu'après on a des avenants qui peuvent intervenir et détricoter ce qui a été à la fois voté, décidé en commission d'appel d'offres et voté en conseil municipal, sans que de nouveau on se réunisse, en fait. Effectivement, c'est un petit peu étrange. C'est pas de votre fait, hein, c'est pas un grief, mais c'est vrai que dans la manière d'adopter les choses, ça peut interroger. Je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. Bon, c'est pas un appel d'offres, hein, ce sont des avenants. Il faut savoir que, en tant que maître d'ouvrage, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de travaux supplémentaires ni d'avenants coûteux. Et on va voir qu'au parking de la Conserverie, on a aussi des moins-values. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sujet numéro 10, si on continue sur les avenants. Avenant à la convention accord cadre projet urbain Centre-Bourg, arrêt des missions Noctulica dans le cadre des travaux du parking de la Conserverie. Le groupement momentané d'entreprises composé des sociétés membres Aegis, Radar, Noctulica et dont la société Super 8 est mandataire est titulaire du marché de maîtrise d'œuvre portant sur un accord cadre de services mono-attributaires pour une mission de maîtrise d'œuvre urbaine du projet urbain Centre-Bourg notifié le 29 novembre 2021. Dans le cadre du marché subséquent numéro 3, la partie éclairage faisant partie intégrante du marché est gérée par le co-traitant Noctulica. La partie éclairage a été purement et simplement supprimée du marché sur les travaux d'aménagement du parking de la Conserverie. L'avenant a pour objet de prendre en compte l'arrêt de la mission de Noctulica relative à la partie éclairage sur le parking de la Conserverie. Le montant initial de la mission s'élevait à 1 254,43 € hors taxe. Le montant mandaté s'est élevé à 125,44 € hors taxe. Le nouveau montant de la mission s'est arrêté à la somme de 125,44 €, soit une moins-value de 1 128,99 € hors taxe. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 1 au marché subséquent numéro 3, projet urbain Centre-Bourg, convention d'accord cadre avec la société Super 8, engendrant une moins-value de 1 128,99 € pour la partie éclairage du parking de la Conserverie et tous documents afférents. De dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel 2025. Voilà, c'est pas qu'on sera moins éclairé, mais on a plus le prestataire Noctulica pour l'éclairement. Est-ce que vous avez des questions? On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sujet numéro 11. Avenant au contrat avec l'entreprise Gouraud Construction dans le cadre des travaux du parking de la Conserverie toujours. Et c'est Rodolphe encore. Voilà encore une bonne nouvelle
Dans le cadre des travaux d'aménagement du parking de la Conserverie et conformément à la commission d'appel d'offres du 16 septembre 2024, la commune a attribué le lot sanitaire et maçonnerie et signé un acte d'engagement avec la société Gouraud Construction pour un montant de 272 000 € hors taxes. L'avenant a pour objet de prendre en compte les modifications de travaux portant sur le mur ouest, reconstitution ponctuelle d'un mur en pierre de moellon, de face, y compris suggestion, de liaison au droit du mur existant et à rase en tête de mur, dito mur ouest et rejointoiement. Sur le mur, alors PM, c'est l'ancien mur de la police municipale, en fait c'est les logements qui nous appartiennent, les logements d'urgence. Mise en œuvre de primaires d'adhérence et de treillis de verre, enduit de parement au mortier de chaux teinté, masse, finition talochée, démontage et changement de support zinc comprenant fourniture, façonnage et pose d'une couvertine zinc en tête de mur sur support bois. Pour le mur rue de Grain, suppression de la pose d'un garde-corps le long de la rue de Grain, fourniture, transport et pose d'un garde-corps le long de l'emmarchement débouchant sur la rue de Grain. Pour le mur du garage, l'ancien propriétaire, M. Azé, c'est la fourniture, façonnage et pose d'une couvertine zinc en tête de mur en pierre sur partie horizontale et en parpaing sur partie en rampante. Donc ça, c'était pour assurer simplement la pérennité de l'ouvrage. Ces travaux engendrent une plus-value de 9 574,04 € et une moins-value de 27 916,82 €, soit une incidence financière de moins 18 342,78 € hors taxe par rapport au marché initial. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 1 avec l'entreprise Gouraud Construction portant le marché à 253 657,22 € pour le lot 3, sanitaire et maçonnerie et tous documents afférents. De dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel 2025. T'avais fini? Ouais. Donc, comme on le voit, il y a des plus-values, des moins-values. Donc là, on se retrouve quand même avec une moins-value de plus de 18 000 € sur le parking de la Conserverie. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Donc, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Il va falloir encore que tu parles, Rodolphe. Sujet numéro 12, avenant au contrat avec l'entreprise Couverture Maguero dans le cadre des travaux de réhabilitation de bâtiments patrimoniaux en maison des associations et espaces jeunes, espaces partagés à l'abri de la tempête. Dans le cadre des travaux de réhabilitation de bâtiments patrimoniaux en maison des associations et espaces jeunes, et conformément à la procédure sans publicité ni mise en concurrence à la suite de la relance d'appel d'offres infructueux, la commune a attribué le lot charpente couverture et signé un acte d'engagement avec l'entreprise Couverture Maguero pour un montant de 56 289,86 €. L'avenant a pour objet de prendre en compte des modifications de travaux apportés au marché notifié le 2 janvier 2025. Les modifications portent sur l'évacuation des fumées et asservissement pour un montant de 2 200 € hors taxe, le traitement et renforcement de la charpente en bois existante pour un montant de 7 200,65 €. Ces modifications de travaux s'élèvent à la somme de 9 400,65 €. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser la maire à signer l'avenant numéro 1 avec l'entreprise Couverture Maguero, portant le marché à 65 690,51 € pour le lot 4, charpente couverture et tous documents afférents. De dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel 2025. Est-ce que vous avez des questions? Observations? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sujet numéro 13, avenant au contrat avec l'entreprise Clément et Fils dans le cadre des travaux de réhabilitation de bâtiments patrimoniaux en maison des associations, espaces jeunes, espaces partagés à l'abri de la tempête. Toujours Rodolphe. Donc, dans le cadre des travaux de réhabilitation de bâtiments patrimoniaux en maison des associations espaces jeunes et conformément à la commission d'appel d'offres du 10 juillet 2024, la commune a attribué le lot gros œuvres maçonnerie et signé un acte d'engagement avec la société Clément et Fils pour un montant de 184 282,90 €.
L'avenant a pour objet de prendre en compte des modifications de travaux apportées au marché notifié le 6 septembre 2024. Les modifications portent sur l'obstruction de l'ancienne fenêtre, la reprise du plancher en béton armé, la pose d'un regard au-dessus du puits, la mise en place de fourreaux. Cette mise en place de fourreaux, c'est pour anticiper l'éventuelle utilisation du puits avec une pompe. Ces modifications de travaux s'élèvent à la somme de 2 497,79 €. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 1 avec l'entreprise Clément et Fils, portant le marché à 186 780,69 € hors taxe pour le lot 3, gros œuvres maçonnerie et tous documents afférents, de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel 2025. Des questions? Des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. 14, c'est fini pour les avenants. Effacement de réseau, accord de participation financière et ces deux nouveaux Rodolphe. Donc il est rappelé que Territoire Énergie Loire-Atlantique, TE44, est un syndicat mixte, expert de l'énergie publique, au service de 180 communes et 14 intercommunalités en Loire-Atlantique. Dans le cadre de ses compétences, il intervient sur les réseaux de distribution d'électricité et de gaz. Il est aussi compétent en matière d'éclairage public, d'infrastructures de communication électronique. La commune de Piriac-sur-Mer est adhérente de Territoire Énergie, TE44, et dans ce cadre, un programme d'effacement des réseaux a été défini entre le syndicat et la commune. Pour 2025, il est proposé de réaliser le programme suivant. Effacement de réseau électrique basse tension à Kervin pour un montant total de 148 043,79 €. Les travaux neufs de réseau d'éclairage public à Kervin pour un montant total de 71 390,23 €. L'effacement de réseau de télécommunications à Kervin pour un montant total de 18 939,21 €. L'extension du périmètre d'intervention à Kervin pour un montant total de 5 940,96 €. Alors cette extension, en fait, c'est simplement parce que dans l'audit, il avait été oublié l'impasse du Petit Palu. Une partie des travaux étant prise en charge par Territoire Énergie Loire-Atlantique, le reste à charge pour la commune est estimé à 142 166,51 € TTC. Vu l'avis du comité social territorial en date du 18 mars 2025, considérant l'intérêt de ces travaux pour valoriser le secteur de Kervin, il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de valider le programme de travaux d'effacement de réseau tel que détaillé ci-dessus, d'autoriser Madame la maire à signer l'accord de participation financière, si annexé, pour un montant total à la charge de la commune de Piriac-sur-Mer à hauteur de 142 166,51 € TTC. Donc ces effacements de réseau ont été arrêtés pendant quelques années. Là, on a repris un plan pluriannuel d'investissement pour redémarrer et valoriser les rues de la commune. Donc là, c'est Kervin qui avait été décidé par le précédent municipal. Donc on voit qu'il y a eu un petit peu de retard. Là, ça va redémarrer à la prochaine commission travaux. Je crois que ce sera à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Oui, juste, c'est bien dans le BP 2025? Oui, c'est prévu. Effectivement, moi j'avais une question sur cette extension du périmètre d'intervention à Kervin, parce que il y a eu une explication de fournie, mais je dois dire j'ai pas très bien compris. On avait oublié la rue du Petit Palu, de sorte que Territoire d'énergie Loire-Atlantique nous facture 5 940 €. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est pas encore facturé, hein. C'est du prévisionnel, ça. Oui, mais c'est le montant qui me semble un petit peu étonnant, en fait. Je ne comprends pas à quoi ça correspond, l'extension du périmètre d'intervention à Kervin. Oui, ça s'ajoute à ce qui avait été... C'est la moindre des choses, puisque tu vas te travailler sur Kervin, donc ça n'a pas de sens. Parce qu'au départ, c'était que la route de Kervin, donc on a ajouté l'impasse du Petit Palu. Et comme on a mis le Petit Palu, on paye 5 940 €. Bah, oui, forcément, on paye ce qu'on doit. Mais oui, mais justement, c'est extension comme ça. Enfin, les 5 940 €,
Ça correspond à quoi? J'ai du mal à comprendre en termes de dépenses. Bah, l'effacement, alors on va calculer au mètre carré, si on mesure la passe du petit palu, peut-être qu'on... au-dessus, mais c'est juste cette ligne. Oui, c'est la même chose, c'est l'effacement des réseaux, mais de l'impasse du petit palu. D'accord, c'est juste pour la réduction. Ok. Qui est quand même assez Oui, grand, c'est des parce que- travaux qui auront lieu en 2 tranches, puisque le réseau est déjà partiellement effacé, mais ils vont partir du côté océan pour remonter vers le centre, et puis ensuite ils partent du centre pour remonter vers la route de Guérande. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sujet numéro 15, ressources humaines, autorisation de recourir à des contrats d'apprentissage. Et je passe la parole à Philippe Gesselan. Il est rappelé que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 ans au minimum et de 29 ans révolus au maximum d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Ce dispositif peut être ouvert sous condition à des mineurs de 15 ans ou à des majeurs de 30 ans et plus. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. L'apprentissage présente un intérêt tant pour les personnes accueillies que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises. Après recensement au sein des services, 2 besoins de contrat d'apprentissage sont proposés, un pour le multi-accueil et un contrat pour le service espace vert. Dans ce cadre, la collectivité a déposé 2 demandes de soutien financier au titre de l'année 2025 auprès du CNFPT. Pour l'année 2025, le CNFPT a fait savoir que la collectivité sera accompagnée financièrement sur un seul des 2 contrats. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu le Code du travail, vu le décret du 28 février 2022 déterminant les conditions de mise en œuvre de la contribution du CNFPT au financement des frais de formation des apprentis employés par la collectivité territoriale et les établissements publics en relevant, vu la circulaire ministérielle du 8 avril 2025 relative à la mise en œuvre de l'apprentissage dans les secteurs publics non industriels et commerciaux, vu l'avis du comité social territorial en date du 18 mars 2025, considérant l'intérêt pour la collectivité de recourir à des contrats d'apprentissage, il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de décider de recourir au contrat d'apprentissage, de conclure dès la rentrée scolaire 2025 2 contrats d'apprentissage conformément au tableau suivant. Un pour le multi-accueil en CAP sur 1 an et un sur les espaces verts CAP sur 2 ans. De préciser que les crédits nécessaires, notamment les salaires et frais de formation, sont inscrits au budget primitif 2025. D'autoriser Madame la maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis. Je voudrais ajouter qu'on a une vraie démarche volontariste de former les jeunes et créer des vocations à la fonction publique, puisque la vocation est faible. Voilà, il y a des signaux d'alerte sur la difficulté pour les jeunes d'aller vers la fonction publique. Donc dans cette démarche volontariste d'aller vers l'apprentissage, mais pas que l'apprentissage, aussi l'accueil de stagiaires de 3e, de seconde, d'autres CAP, on va faire la demande, on va candidater à la marque employeur Triple E qui est initiée par Cap Atlantique, donc entreprise engagée pour l'emploi, pour être présent sur les forums de l'emploi, pour voilà, être plus présent et donner la vocation aux jeunes à partir de la 4e jusqu'aux adultes, parce qu'effectivement il y a aussi des adultes qui sont en voie d'insertion et on en a là de la passerelle, notamment de l'association à la passerelle qu'on voudrait mettre sur la route et leur donner aussi la vocation. Donc c'est une vraie démarche volontaire, même si le CNFPT ne souhaite pas s'associer au 2e financement, il n'en finance qu'un seul. Est-ce que vous avez des questions? Ça va être celui d'un an, je me peux imaginer. Il n'a pas dit? C'est nous qui choisissons. On va dire 2 ans. D'autres questions? Donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient?
à l'unanimité. Toujours à toi, Philippe. Sujet numéro 16, création d'une école de formation interne à Cap-Atlantique. Il est rappelé que la formation professionnelle constitue une obligation réglementaire, mais aussi un enjeu stratégique pour la collectivité permettant le développement et l'adaptation des compétences individuelles et collectives. Dans ce cadre, la communauté d'agglomération et ses communes membres organisent les formations à destination de leurs agents en partenariat avec le CNFPT et via des prestataires externes. Néanmoins, la communauté d'agglomération et ses communes membres souhaitent se doter d'un réseau de formateurs internes pour enrichir certaines actions et de formation de leur personnel. Il s'agit de développer un dispositif de formation interne commun à l'agglo et à ses communes membres qui permettra de répondre plus largement aux différents besoins de formation. Ce réseau de formateurs internes est un levier pour développer les compétences des agents sur différentes thématiques. Il permet de proposer une offre de formation de qualité, adaptée au contexte de travail, avec une mise en œuvre relative à l'initiative du service de formation. L'internalisation de la formation favorise le partage d'expériences et la construction de compétences collectives. Elle contribue au développement professionnel des agents, assure le bon fonctionnement de la collectivité et valorise les agents formateurs. L'enjeu est de mobiliser et de capitaliser les ressources en interne de façon à répondre de façon ciblée aux besoins des collectivités de l'agglo, tout en se conformant à l'esprit de coopération sur lequel elle s'appuie. Chaque collectivité restera actrice de la mise en œuvre de ses propres actions dans le cadre d'une démarche commune, d'outils et de processus partagés, garantissant la qualité des formations mises en œuvre et notamment l'indemnisation de ses formateurs. Chaque collectivité participe au dispositif selon ses possibilités, étant entendu que les collectivités n'ayant pas de formateurs internes bénéficieront néanmoins de ces formations collectives. Les conditions d'intervention des formateurs internes occasionnels doivent être organisées et rassemblées au sein d'un même document, la charte du formateur interne. Cette charte a pour objectif de donner à l'activité des formateurs dans un cadre clair, connu et accepté de tous, afin de garantir la qualité des interventions. Elle précise les missions, les conditions d'exercice, la rémunération, ainsi que les engagements réciproques des différents acteurs de la formation. Pour garantir la qualité attendue de ces formations internes, une charte est établie en annexe qui a pour objectif de fixer un cadre qui précise les missions, les conditions d'exercice ainsi que les engagements réciproques des différents acteurs de la formation et notamment les montants d'indemnisation des formateurs internes occasionnels, soit rémunération des actions de formation sur la base de la valeur d'une journée de CET catégorie A par journée de formation, rémunération de la préparation d'une session annuelle de formation sur la base de la valeur d'une journée de CET de catégorie A par journée de préparation, étant précisé que la durée de préparation d'indemnisation est forfaitaire. Pour information, la valeur d'une journée de CET de catégorie A est de 150 € brut en 2025. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu le décret du 26 décembre 2025 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, vu l'avis du CST en date du 28 novembre 2024, il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser l'adhésion de la commune de Piriac-sur-Mer à l'école de formation interne, dénommée Aglo Academy. Créer le périmètre de la communauté d'agglomération et de ses communes membres, de valider le règlement de formation interne s'y annexé, d'autoriser le recours de manière occasionnelle à des formateurs internes pour des actions de formation du personnel dans le cadre de l'école interne de formation, d'autoriser la rémunération forfaitaire de ces formateurs internes occasionnels sur la base d'une journée de CET de catégorie A, selon les modalités définies dans le tableau qui est ci-dessus, d'approuver la charte de formateurs internes s'y annexée, fixant les modalités et les obligations des acteurs de la formation interne. C'est un peu compliqué, mais c'est très intéressant.
Oui, ça va dans le cadre de ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire qu'après avoir pris des apprentis, leur a donné la vocation de la fonction publique, l'idée c'est de pouvoir évoluer dans la fonction publique et souvent les agents de la fonction publique sont un peu réfractaires à aller se former sur Nantes parce que les formations SNFPT et toutes les formations fonction publique sont à minima sur Nantes. Donc là, l'idée c'est de créer une école interne sur l'agglo avec, ils seront formés par leurs pairs, donc c'est toujours intéressant de créer aussi du lien, des échanges de pratiques et d'être formé par ses pairs. Donc on peut être tant formateur, mais avec l'avis d'un jury, on ne vient pas formateur comme ça et on est formé à être formateur. Et on peut aussi bénéficier de formations auprès des agents de Cap-Atlantique, des agents des communes de Cap-Atlantique. Donc c'est tout l'intérêt de ce dispositif, de cette Aglo-Académie. Vous avez des questions ? Oui, simplement au niveau des comment ça va se passer, ça va être les agents qui vont manifester sur la base du volontariat, qui vont se positionner sur ce genre de mission. Et du coup, ils vont être formés eux-mêmes à réaliser une formation, être formateurs. Ouais. C'est ça en fait. Alors, on n'a que des catégories A sur la base du volontariat. S'ils ont envie d'être formateurs, d'abord ils ont un jury qui va dire si oui ou non ils seront aptes à former. Suite à cela, ils auront une formation on leur apprendra un petit peu le mode pédagogique et ensuite ils seront formateurs. Ce sera 3 jours maximum par an par formateur. De façon à ne pas être trop absent parce que c'est sur le temps de travail et c'est payé par la collectivité. C'est-à-dire que si nous, on a un formateur, quelqu'un de la collectivité de Piriac qui souhaite être formateur, c'est la commune de Piriac qui le paiera. Après, je pense qu'on aura plus tendance à bénéficier des formations qu'à proposer des formateurs, parce que catégorie A, on n'en a pas beaucoup à Piriac. Donc, c'est tout bénef pour la commune. C'est strictement réservé aux fonctionnaires territoriaux, de catégorie A. Oui. Et pour ma culture personnelle, CET... Compte épargne temps. Compte épargne temps, je crois que c'était compte effectif de travail. Et ça concerne tous les services ou Ça concerne tous les services. Alors, à mon avis, oui, ça peut concerner tous les services. Je réfléchis, est-ce qu'il y a des services qui fonctionnent ou ça ne fonctionnerait pas? Non, je ne vois pas. Après, forcément, on est formé par ses pairs, mais on est forcément formé par un père qui est plus capé que soi-même, bien évidemment. Donc, ce sera plus souvent, à mon avis, des catégories A qui formeront des B et des C. Par exemple, ça peut aussi fonctionner pour les espaces verts. Oui. Ouais, ok. Oui, tout à fait. Et c'est soit des agents des collectivités, des communes, des agents municipaux, mais ça peut aussi être des agents intercommunaux de Cap-Atlantique, tant dans les formateurs que dans ceux qui bénéficient de la formation. Et les contenus des formations, ils vont être préparés en amont Il y a un temps de préparation, en plus des 3 jours de formation, il y a un temps de préparation, mais qui est d'1 journée. D'accord, mais au niveau du plan de formation, est-ce qu'il sera déjà calé, j'imagine, cadré, ou ça sera à la demande en fonction des besoins des agents et des remontées de terrain? Donc il y a un groupe composé d'une 12aine de personnes qui est le jury, c'est le comité de pilotage de cette académie Aglo. Et c'est ce groupe qui déterminera en fonction des candidats déjà. Il faut savoir s'il y a des candidats. S'il y a des candidats, savoir s'il y a des potentiels clients à la formation. Et l'idée, c'est de les mettre en relation. Et c'est plus simple que d'attendre la formation, le catalogue de la formation du CNFPT. C'est-à-dire que quand on arrivera à mettre en corrélation, puisqu'on est en proximité sur les 15 communes de l'Aglo, ce sera plus facile dans le lien entre chaque commune et avec l'Aglo. Donc les 12 membres de ce jury seront, il y aura le DGS de Cap-Atlantique, mais il y aura aussi des DGS des communes, des personnes extérieures qui sont chargées, qui sont dans le métier de la formation. Et donc c'est une très bonne initiative, ambitieuse. Et un peu, il y a intérêt de bien border les choses pour ne pas envoyer au casse-pipe les agents qui voudraient s'y tenter, d'où la nécessité de bien cadrer quand même les interventions, quoi. Enfin, j'imagine que ça va être tout le sujet, mais
Bon, on peut imaginer que les gens qui prétendent à vouloir former ont une vocation, enfin, ont envie de le faire et savent le risque qu'ils prennent, même s'il est mesuré, puisque c'est leurs collègues, c'est des gens qui croisent assez régulièrement. C'est-à-dire que si on a une directrice de l'urbanisme, je prends cet exemple-là, qui voudrait former des collègues urbanistes de la zone, ou le service instructeur de Cap Atlantique qui voudrait former des collègues urbanistes, ils se connaissent déjà, ils se voient très régulièrement depuis des années, donc ça va être plus fluide. Il y a moins de risques. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On est allé à la fin de l'ordre du jour. Ah 17, ben oui, modification du tableau des effectifs, pardon, emploi permanent. Philippe, c'est à toi. Il est rappelé au Conseil municipal que conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Dans le cadre des procédures d'avancement de grade, il est nécessaire de procéder aux créations d'emplois suivants. Alors, un agent de maîtrise principal, pour 35 heures, et un adjoint technique principal de 2e classe pour 35 heures également. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu le décret du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, vu les décrets portant statut particulier des cadres d'emploi et organisant les grades s'y apportant, prise en application de l'article 4 de la loi numéro 84-53 susvisée, considérant que les emplois de chaque collectivité sont créés par leur organe délibérant, considérant qu'il leur appartient de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi précitée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant, conformément aux dispositions légales énoncées ci-dessus, de déterminer par délibération, d'établir et de modifier le tableau des effectifs de sa collectivité, il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'approuver les créations d'emplois suivants: un emploi d'agent de maîtrise principale à temps complet, un emploi d'agent technique principal de 2e classe à temps complet, d'approuver la modification du tableau des effectifs en annexe, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser Madame la maire à signer tout acte y afférent. Donc, il s'agit de 2 avancements de grade. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Parce qu'en fait, est-ce que vous pouvez nous dire à quel poste ça correspond? Parce que quand on lit la délibération, enfin, agent de maîtrise principale, c'est un grade, adjoint technique principal, c'est de 2e classe, c'est un grade. Ça ne renseigne pas sur la nature des postes qui sont concernés par la délibération. Ben, je crois qu'on ne peut pas vous le dire. Non, c'est confidentiel. Les avancements de grade, c'est quelque chose de... Non, mais si on vous parle pas de me dire... Oui, mais si on donne les postes, on va tout de suite savoir de qui il s'agit. Nommément, mais au moins... Oui, mais si, parce que c'est des postes qui sont uniques et si on n'a pas le droit de... C'est pas quelque chose qu'on doit donner dans la délibération. Mais on pourra en parler en dehors du conseil. Oui, mais enfin, oui, d'accord, mais c'est au conseil qu'on vote. Eh bien, peut-être il aurait fallu venir nous voir avant. Poser la question. Je ne voulais pas le dire, mais c'est comme quand vous faites un emprunt, vous mettez. On ne sait pas pourquoi, en fait. On nous demande de voter un emprunt, on ne sait pas pourquoi. Ah bah si, on nous demande de créer des grades. On l'a vu aux finances, on l'a vu à la commission, on l'a vu quand même au budget primitif. En commission des finances et en budget primitif, on a parlé de l'emprunt. C'est bien de le mettre dans la délibération. Celui qui lit ça de l'extérieur, qui va sur le site de la commune. Mais on a vu le texte corps de la délibération, c'est marqué, c'est pour le financement de l'école et des travaux de vote. Dans l'emprunt, d'accord. Donc c'est tout y est en fait. On a la liste exhaustive. Il y a 1,5 million, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'école et 250 000. On s'entend pas. Pardon. 1,5 million pour l'école et 250 000 € pour les travaux de voirie, le marché de travaux de voirie. Et le reste, c'est place Villeneuve, c'est voilà. Les projets. Absolument.
Juste une question que je comprenne bien. Là, c'est pas une alors oui, c'est le mot là, création d'emploi. Ouais, là. c'est ça. Ouais, Ça c'est pas me des créations de perturbe. postes. C'est pas des créations de postes. C'est une avancée des- de grade, un avancement. D'accord. C'est un avancement. Et grade qui n'existait pas, c'est pour ça qu'on le crée. non Voilà, on est obligé de le D'accord. créer à partir du moment où on avance, on monte en... Et ça veut dire qu'on fait monter en compétences et donc en grade certains. Alors, je pense que d'abord, il y a la compétence et grâce à la compétence, il y a un montée en grade. En fait, ça se fait assez régulièrement, hein, les avancées. D'accord. Il y a des avancées qui sont naturelles et qui se font... C'est des évolutions de carrière qui se font voilà, donc dans la fonction publique. Et puis après, c'est au mérite, bien évidemment, et à la qualité de service rendu. On va voter ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Vous aviez Ruel. Une ou deux ? Vous aviez Deux. deux ? Et Stéphane. J'en ai deux. L'ordre du jour est épuisé. Je voulais juste vous donner une petite information. On a reçu hier en mairie une distinction à laquelle on n'avait pas postulé, mais on est ravis. Donc c'est le distinction 1 étoile au guide Michelin Voyage et Culture. Je vais vous lire le courrier qui accompagne. On est très étonnés. Donc, Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre ville Piriac-sur-Mer bénéficie de 1 étoile dans la nouvelle édition 2025 du guide Michelin Voyage et Culture. Le guide Michelin Voyage et Culture est fait pour les curieux qui ne veulent pas uniquement visiter, mais souhaitent aussi comprendre et vivre pleinement leur destination en plongeant dans toutes ces cultures. Les étoiles des guides sont attribuées en fonction de 9 critères discutés et validés par notre équipe d'éditeurs et d'auteurs. 1 étoile signifie vaut la visite, 2 étoiles vaut le détour, 3 étoiles vaut le voyage. Le sticker 6 juin reprend cette distinction. Il vous permettra de communiquer auprès de votre public. N'hésitez pas à le mettre en évidence. Il est millésimé, par conséquent, il sera mis à jour tous les ans. Donc c'est une surprise, on était ravis. On reçoit ça hier, on passe l'audit des petites cités de caractère vendredi, donc on se dit que c'est peut-être un signe. Si on pouvait aussi récupérer le label Petite Cité Terre à Terre, ce serait génial. Voilà, c'était la petite info de fin de séance et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Prochain conseil le 1er juillet. Ah, je crois que c'était 3, moi.